Madame, monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition. N'oubliez pas que vous pouvez nous aider avec quelques petits gestes simples. Alors pensez à cliquer sur le pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires. Au programme de cette édition, nous reviendrons sur la reconnaissance de la Palestine par Emmanuel Macron lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Une décision aussi légitime qu'opportuniste pour le président français qui vient de se mettre à dos son homologue israélien. Nous poursuivrons ensuite avec le taux directeur de la Fed, la Banque centrale américaine. Une décision timide qui ne suffit pas à Donald Trump, mais semble déjà entamer l'Europe. Et puis nous terminerons par un retour sur le congrès de Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan a su susciter la sympathie et le soutien de personnalités en dehors de son mouvement. Ce lundi soir, lors de l'Assemblée générale des Nations unies, Emmanuel Macron va reconnaître officiellement l'État palestinien, un choix qui, sous couvert de tradition diplomatique française, s'inscrit aussi dans des calculs de politique intérieure en France. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Plusieurs pays occidentaux ont choisi, de façon coordonnée, de reconnaître un État arabe de Palestine au moment où l'armée israélienne lance son offensive dans la ville de Gaza, dans une guerre qui ressemble de plus en plus à la troisième et dernière guerre punique, c'est-à-dire une guerre de liquidation et d'anéantissement pur et simple. On notera d'ailleurs que le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie ont grillé la politesse à Emmanuel Macron en effectuant cette reconnaissance ce dimanche 21 septembre, c'est-à-dire un jour avant la France. Selon le Premier ministre canadien Mark Carney, cette reconnaissance a pour but de préserver la possibilité d'une solution à deux États. En effet, depuis 1947 et le premier plan de partage des Nations Unies de la Palestine mandataire entre Juifs et Arabes, l'État arabe de Palestine est une arlésienne qui se fait toujours attendre et dont on se demande s'il n'existera jamais. Seule une autorité palestinienne a vu le jour en 1993 au terme des accords d'Oslo et était censée administrer avec des pouvoirs relativement restreints les territoires arabes de Palestine, c'est-à-dire la petite bande de Gaza et les territoires non colonisés en peau de léopard de la Cisjordanie. La montée progressive du Hamas a radicalisé encore d'un cran les oppositions et permis au gouvernement de Benjamin Netanyahou de disposer d'un ennemi idéal dont il espérait pouvoir légitimement et moralement entreprendre l'anéantissement, en particulier après les attaques du 7 octobre 2023. Rappelons au passage qu'outre la guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, le pouvoir israélien s'est montré particulièrement offensif dans tout le Proche-Orient, avec la liquidation brutale de la direction du Hezbollah, des interventions aériennes en Syrie, une guerre avec l'Iran et la liquidation du gouvernement yéménite. Le soutien quasi indéfectible des États-Unis, qui bloquent toute sanction internationale sérieuse contre Israël, contribue beaucoup au passe-droit dont bénéficie l'État hébreu dans ses actions hostiles contre de nombreux voisins. Quant à la France, qui a depuis l'époque gaullienne une politique étrangère traditionnellement arabophile, même si elle s'inscrit donc dans une logique conforme à son histoire en reconnaissant au bout de 80 ans un État arabe de Palestine, cette reconnaissance reste on ne peut plus symbolique, étant donné qu'Emmanuel Macron a annoncé que pour le moment il n'était pas prévu d'ouvrir d'ambassade dans la Palestine reconnue. Par ailleurs, une bonne partie de la classe politique française de droite, plutôt acquise au soutien à Israël et à son gouvernement ultranationaliste, critique la décision d'Emmanuel Macron comme une mesure de politique interne destinée soit à faire diversion, soit à envoyer un signal à l'électorat immigré. En effet, plusieurs partis de gauche, c'est-à-dire une partie du PS, le PCF, les écologistes ou LFI, en ont profité pour appeler à faire pavoiser le drapeau de la Palestine sur les mairies. On notera que ce sont principalement, à 6 mois des élections municipales, des mairies de zones urbaines avec une forte population immigrée qui ont fait ce choix de pavoiser le drapeau palestinien. La cacophonie au sujet de cette reconnaissance d'un État arabe de Palestine monte d'ailleurs jusqu'au plus haut sommet de l'État avec ces histoires de drapeaux, puisque le ministre de l'Intérieur démissionnaire, le LR Bruno Retailleau, a fait passer des instructions au préfet dans le but d'empêcher ces pavoisements de drapeaux palestiniens sur les mairies de France, sous l'argument du respect de la neutralité des institutions. Une situation assez cocasse, étant donné que nombre de mairies de France arborent des drapeaux ukrainiens ou arboraient des drapeaux israéliens suite aux attaques du 7 octobre 2023. L'argument juridique déployé pour justifier ce deux poids deux mesures serait que le pavoisement du drapeau ukrainien s'inscrirait dans une démarche de solidarité communément admise, tandis que le pavoisement d'un drapeau palestinien
le jour de la reconnaissance d'un État de Palestine par la France, serait un message politique. En réalité, cette stratégie aux apparences contradictoires, mais qui est si caractéristique de la stratégie macronienne du « en même temps », permet à la fois de marquer des points auprès de la gauche et de la part immigrée de l'électorat sensible à la question palestinienne, tout en évitant de perdre des plumes auprès d'une droite généralement pro-israélienne. Une situation qui illustre l'état de fracturation de la société française et de l'impuissance du pays, qui en est réduit à une guerre de symboles et de drapeaux étrangers. Du côté du gouvernement de Benjamin Netanyahou, cette décision symbolique de plusieurs pays occidentaux de reconnaître un État arabe de Palestine ne semble pas soulever grande inquiétude, puisque le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, suggère l'annexion de la Cisjordanie en réponse, c'est-à-dire la liquidation de la dernière entité territoriale résiduelle susceptible de constituer un jour un État arabe de Palestine. En attendant, le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, dont il ne faut pas oublier qu'il ne fait pas l'unanimité dans la société israélienne et tire avantage de ce conflit pour se maintenir aux affaires, ne devrait vraisemblablement pas se sentir dérangé outre mesure par cette décision française et poursuivra sa politique de remodelage du Proche-Orient dans un Paris à qui tout double. Donald Trump fait plier la Fed. La puissante banque centrale américaine a finalement baissé son taux directeur après des semaines de pression du président américain. Explication d'Édouard Chano. Une petite victoire pour Trump, mais non des moindres. Depuis des mois, le président américain exigeait de Jerome Powell, le président de la Fed, la banque centrale américaine, qu'il baisse ses taux directeurs. Le 18 septembre, l'institution a finalement annoncé une baisse de 4,5% à 4,25%. Donald Trump voulait une chute plus nette, mais face à l'institution monétaire la plus influente de la planète, avec ses 12 centrales régionales et près de 3000 employés, c'est un fléchissement réel. Et il y avait urgence, car avec ses droits de douane visant à relancer la production industrielle américaine, Donald Trump a créé logiquement de l'inflation et un ralentissement de l'emploi dans son pays. Les prix ont ainsi grimpé de 2,9% sur un an en août, après 2,7% en juillet, leur niveau le plus élevé de l'année. Le chômage, lui, s'élève à 4,3%, un taux à faire pâlir d'envie les Européens, mais tout de même le plus haut depuis 4 ans pour les États-Unis. C'est pour cette raison que le dirigeant américain espérait une baisse des taux pour doper la croissance et stabiliser l'emploi. C'est ce que nous explique Maxime Isoulet, docteur en économie, auteur de l'essai Comptable, banquier, marchand et chercheur à l'Institut européen de développement. C'est un débat qui s'inscrit en fait dans un débat de long terme de la théorie économique, qui est celui de la politique monétaire tout simplement, et du rôle que doit jouer une banque centrale dans une économie moderne. On était sur un consensus scientifique qui est jusqu'à présent et encore jusqu'à ces dernières années, qui consistait à dire que la politique monétaire devait être indépendante, qu'elle devait avoir pour objectif principal de lutter contre l'inflation afin de garantir la stabilité des marchés et de manière générale de l'économie. Mais aux États-Unis, la Fed a toujours eu aussi pour objectif de stimuler l'emploi et la croissance. Et Donald Trump, dans ses dernières décisions, a en effet poussé cet organisme à avoir une politique en fait plus volontariste, une politique plus accommodante en baissant ses taux afin de stimuler la croissance et de réduire le chômage. Alors la grande question, c'est quel effet tout cela va avoir sur les marchés. C'est ça qui a été surveillé de près. Et finalement, depuis hier, on constate que les marchés ont plutôt réagi positivement, que ce soit aux États-Unis ou même en Asie. Donc ce serait plutôt, de ce point de vue, une victoire des idées de Trump, qui a toujours poussé dans ce sens. Dans ses posts assassins sur les réseaux sociaux, le président américain avait surnommé le président de la Fed, Jerome Too Late, trop tard, Powell, alors qu'il l'avait d'ailleurs nommé lui-même à ce poste en 2018. Mais l'intéressé s'est défendu, estimant que la Fed avait eu raison d'attendre avant de baisser ses taux, tout en réaffirmant son indépendance lors d'une conférence de presse le 17 septembre. L'institution a aussi déclaré qu'elle baisserait progressivement ses coûts d'emprunt ces prochains mois. Avant l'annonce, la dernière réunion de la Fed avait d'ailleurs viré au drame, Donald Trump ayant placé parmi les 12 gouverneurs de l'institution l'un de ses fidèles, Stephen Miron, confirmé in extremis par le Sénat l'avant-veille. Il a aussi empêché en vain un autre gouverneur, Lisa Cook, d'y siéger, l'accusant d'avoir menti à des banques pour obtenir des prêts personnels. L'affaire pourrait aller jusqu'à la Cour suprême.
Trump s'est donc attaqué à l'indépendance de la Fed, menaçant selon ses détracteurs un pilier de la stabilité économique américaine. Selon ce principe, les décideurs politiques motivés par des objectifs électoraux exigeraient des taux d'intérêt bas afin de stimuler la croissance à court terme, générant à plus long terme de l'inflation excessive et des cycles économiques instables. Mais selon Maxime Izoulet, Trump a vu plutôt juste, encore faut-il selon lui, surveiller les marchés financiers qui pourraient empêcher le président américain de poursuivre sa politique. Donald Trump a l'intention de remettre la main sur la Fed. C'est le sens de la nomination de Stephen Miran, encore une fois, qui reste son principal conseiller économique concernant sa politique commerciale, qui a été l'un des grands changements depuis son arrivée au pouvoir en termes de politique économique. Donc oui, Trump veut remettre en cause cette indépendance. Est-ce une mauvaise chose? Pas forcément, dans le sens où, pour l'instant, il voit plutôt juste. Les marchés conservent une certaine stabilité et lui, il relance l'activité économique, c'est en tout cas son point de vue. Le vrai problème, c'est qu'il est dépendant, à mon avis, des marchés financiers, beaucoup plus que les Chinois, qui, eux, ont une économie et une politique monétaire accommodante, mais dans un cadre moins financiarisé. Et donc, la difficulté de Donald Trump, ça va être de maintenir une certaine stabilité sur ces marchés, tout en suivant ses objectifs de politique économique à long terme, notamment la réduction du chômage et le développement de la croissance. Donc, pour l'instant, ça semble tenir. Il suit une ligne de crête qui fonctionne à peu près. Mais le jour où ce sera en opposition au marché financier, comme ça l'a été pour sa politique commerciale au début, il aura de plus grandes difficultés pour agir. Dans la foulée des annonces de la Fed, les actions ont légèrement augmenté à Wall Street. Depuis 5 jours, l'optimisme règne. Le Dow Jones gagne 1,75% et le Nasdaq 1,02%. Le CAC 40, quant à lui, a perdu 0,6%, mais en Asie, le Kospi coréen a pris 1,39% et le Nikkei japonais 1,21%, saluant à leur manière le volontarisme de Donald Trump. Nouvel élan pour Nicolas Dupont-Aignan. Samedi, Debout la France réunissait son congrès, l'occasion de tracer les lignes du mouvement dans les perspectives de l'élection présidentielle. Un rendez-vous également avec son lot de surprises. Le point tout de suite. Debout la France fait bouger les lignes à son congrès. Samedi, Nicolas Dupont-Aignan réunissait ses partisans à Hyères, la ville de l'Essonne, dont il a été maire de longues années. Au programme de l'événement, des tables rondes et une seule et même perspective. Comment sauver la France? Une vaste question à laquelle l'ancien candidat à l'élection présidentielle tente de proposer un maître mot en guise de réponse avec un appel à une révolution du bon sens. Pour ce faire, 4 priorités: le rétablissement de l'autorité de l'État, la relance de la production nationale, la reconstruction de l'école et la reprise en main des services publics. Des ambitions à conjuguer avec un retour à la démocratie directe. Après avoir rappelé les qualités du général de Gaulle, Nicolas Dupont-Aignan a vanté les mérites d'un référendum d'initiative constituant. Je veux une nouvelle constitution pour rendre hommage au général de Gaulle, parce que le général de Gaulle, à la fin de sa vie, dans son dernier discours de Quimper, avait réalisé que sa 5e République était en train d'être kidnappée par le régime des partis. Et s'il avait voulu faire ce référendum de décentralisation, c'était parce qu'il sentait que son rêve de rendre le pouvoir aux Français était kidnappé par les partis politiques. Et les partis politiques ont kidnappé la 5e République, l'ont déformée, l'ont trahie. Nous allons la revigorer par le référendum d'initiative citoyen constituant. Constituant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec 2 millions de signatures ou 1 million pour le référendum constituant, si vous estimez que le Conseil constitutionnel abuse de son pouvoir, vous pouvez mettre en place un référendum avec 1 million de signatures et réduire ses pouvoirs. Il existe en Suisse le référendum d'initiative constituant. Ce n'est pas tant ce qu'il est utilisé que la dissuasion vis-à-vis de ceux qui exercent le pouvoir. Nous ne réussirons à sauver la France qu'en osant le référendum d'initiative constituant, qu'en osant aussi le référendum d'initiative citoyen au niveau national comme au niveau local. Un retour à la volonté du peuple qui pourrait aller aussi jusqu'à bouleverser le sommet de l'État. Ainsi, Nicolas Dupont-Aignan n'a pas mâché ses mots pour pousser les députés et autres responsables politiques à prendre leurs responsabilités. Qui protégez-vous? Qui protégez-vous? Un président qui a failli? Ou un peuple en souffrance? Que choisissez-vous?
la confusion des pouvoirs ou la démocratie? Alors moi je veux citer quelqu'un qui je sais fait parler de lui, qui est parfois l'objet de polémiques, mais je l'aime bien, et en tout cas je suis sûr que vous aimez ses chansons. Francis Lalanne, qui a écrit « Les pouvoirs étant confondus, la garantie des droits perdus, j'écris ton nom, destitution ». Ça a de la gueule quand même, vous pouvez l'applaudir. Nicolas Dupont-Aignan a donc clairement appelé à la destitution d'Emmanuel Macron à défaut de sa démission. Mais ce sont sans doute les prémices du discours de clôture du Congrès qui auront surpris les militants, avec la participation de 2 personnalités à l'extérieur du mouvement, Marion Maréchal et Philippe de Villiers. Ces 2 figures de la droite française se retrouvent donc à donner des signes de soutien à Nicolas Dupont-Aignan, malgré des aventures respectives en dehors des projets de Debout la France. En effet, si l'ancienne Benjamine de l'Assemblée s'était lancée dans l'aventure Reconquête lors de la dernière élection présidentielle, la rupture l'a ensuite rapprochée du Rassemblement national, au point d'y envoyer plusieurs proches. Du côté de Philippe de Villiers, également soutien du candidat Zemmour en 2022, mais aussi présent par vidéo aux assises de la souveraineté organisées par Florian Philippot à Arras la semaine dernière, l'avenir politique semble moins tracé, privilégiant sans doute la production littéraire. Il n'en reste pas moins que le rapprochement entre ces 3 personnalités ouvre de nouvelles perspectives, non sans soulever certaines interrogations, notamment quant à l'appartenance à l'Union européenne. Et à présent, c'est le moment de l'actualité en bref en France, aux côtés d'Olivier Frère-Jacques. Michel Barnier sur la route du Palais Bourbon. Près de 10 mois après avoir été censuré par l'Assemblée nationale, l'ancien Premier ministre pourrait bien faire son retour sur les bancs de l'hémicycle. Il s'est en effet qualifié pour le second tour de l'élection législative partielle de la 2e circonscription de Paris avec 45% des voix, devant la socialiste mitterrandienne Frédérique Bredin, 31,6%. Grande gagnante du scrutin, l'abstention, puisque près de 3 électeurs sur 4 ne se sont pas déplacés pour remplacer le macroniste Jean Lossuc, élu en 2024 et écarté pour des irrégularités dans ses frais de campagne. L'ancien ministre sarkozyste et candidat du RN Thierry Mariani a réuni 7,33% des suffrages, soit plus de 3 points en deçà de son score de 2024. Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, a quant à lui gagné plus de 4 points dans l'entre-deux grâce à son jeune candidat Hilaire Bouillet qui a obtenu 5,94% des suffrages. Michel Barnier devrait parvenir à s'imposer devant son adversaire socialiste la semaine prochaine, celle-ci ne disposant pas de réelles perspectives de report de voix. Gabriel Attal essaie de passer en force 8 ans après le pensée printemps du candidat Macron. Le petit produit sorti du système était en meeting à Arras dimanche. Aujourd'hui, face à l'incapacité des partis politiques à travailler ensemble, face aux outrances des uns, aux oukases des autres, les Français nous disent qu'ils n'attendent qu'une chose, que le chaos cesse, que le volume baisse, que la France se redresse. Il faut être lucide. Il faut être lucide, ces Français en viennent à attendre 2027 avec impatience. Ils attendent 2027 avec impatience pour tourner une page, celle du chaos, celle des vieilles recettes du passé, celle des vieux schémas, des vieux réflexes. Ils attendent 2027 pour mettre fin au jeu mortel de ces formations politiques qui continuent de semer la division et d'entretenir le chaos à longueur de journée, pour enfin renouer avec de grands projets. Une belle récitation apprise par cœur qui n'aura toutefois pas réussi à attirer tous les cadres de la Macronie. Ainsi, l'ancien Premier ministre Elisabeth Borne s'était fait porter pâle pour le discours de clôture à l'instar d'Aurore Berger. Si la seconde a sans doute dû être empêchée par ses propres ambitions, la première montre avant tout le manque d'engouement pour le jeune loup progressiste, dont l'expérience aux côtés d'un président honni constitue la première des failles. Soucieux de s'en détacher vigoureusement, celui qui n'a jamais travaillé ailleurs que dans la fonction publique a exhorté l'assistance à croire en l'existence d'un homme providentiel tout en appelant à une 5e République du XXIe siècle. Pas sûr qu'il est convaincu. Le procès de l'affaire Jubilard s'est ouvert ce lundi. Durant 4 semaines d'audience, la cour d'assises du Tarn à Albi va tenter de faire la lumière sur la disparition de Delphine Jubilard, survenue il y a près de 5 ans et dont le corps n'a jamais été retrouvé.
Cédric Jubilard, mari de la victime et principal accusé d'un hypothétique meurtre, sera scruté de près par les jurés après des déclarations et des comportements jugés étranges et provocateurs qui ont semé le doute dans tous les esprits. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité et comparaît après avoir été placé en détention provisoire en juin 2021, 6 mois après l'ouverture de l'enquête. Jimmy Gressier marque l'histoire de l'athlétisme français. Le fondeur de 28 ans a conquis le bronze sur 5000 mètres dimanche aux Mondiaux de Tokyo, une semaine après son titre sur 10 000 mètres. Troisième tricolore à remporter 2 médailles individuelles sur une même édition. Il rejoint Eunice Barber et Christine Aron. D'autres, comme Muriel Urtis ou Ladji Doucouré, avaient doublé avec un relais. Il est le 3e Européen à être médaillé sur 5000 et 10 000 mètres dans une même édition après Werner Schildoer en 1983 et Mo Farah en 2011 et 2017. Mais surtout, ces performances brisent les barrières psychologiques pour les non-africains. Champion d'Europe de semi-marathon en mars, Gressier repousse son projet de marathon et entend se concentrer sur piste. Et on repart faire le tour de l'actualité internationale, cette fois en compagnie de Renaud de Bourleuf. L'Amérique rend hommage à Charlie Kirk. Dimanche, en Arizona, plus de 60 000 personnes se sont rassemblées dans un stade près de Phoenix en mémoire du militant conservateur assassiné par un activiste d'extrême gauche le 10 septembre dernier. Le président des États-Unis, Donald Trump, a pris la parole, évoquant, je cite, « un géant de sa génération ». De nombreux membres de l'administration Trump étaient présents, notamment le vice-président James David Vance. L'homme d'affaires Elon Musk est venu aussi, affichant sa réconciliation avec Donald Trump 3 mois après avoir quitté avec fracas son administration. La veuve de Charlie Kirk, Erika, a déclaré qu'elle pardonnait à l'assassin de son mari. Ce lundi matin, sur France 5, des analyses surprenantes étaient entendues sur la chaîne du service public. En fait, la première fois que j'ai vu l'image là avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Il y avait des grands rassemblements. Un commentaire auquel on avait déjà eu droit pendant certains meetings de Donald Trump. Visiblement, les journalistes du service public ont encore oublié que c'était l'extrême gauche qui était à l'origine de l'assassinat politique de Charlie Kirk. Les Américains prioritaires sur le marché de l'emploi américain, c'est l'idée défendue vendredi par Donald Trump. Le président des États-Unis a annoncé des frais annuels de 100 000 $, l'équivalent de 85 000 € pour les entreprises utilisant le visa H-1B. Ce dispositif permet aux entreprises informatiques de recruter des ingénieurs étrangers, mais selon l'administration Trump, il y aurait des abus, de nombreuses entreprises de la Silicon Valley licenciant des ingénieurs américains pour employer des étrangers avec un salaire parfois inférieur de plus de 30%. Le secrétaire du cabinet de la Maison-Blanche déclare que cette réforme garantira que les ingénieurs étrangers sont vraiment hautement qualifiés et ne sont pas remplaçables par des Américains. Ce décret était l'un des points de discorde entre Donald Trump et Elon Musk, dont les entreprises doivent sans doute régulièrement s'appuyer sur le visa H-1B pour recruter à l'étranger. Enrichi grâce au Covid, Pfizer s'attaque à l'obésité. Selon des informations de la presse britannique dévoilées lundi, la firme américaine Pfizer serait sur le point de conclure l'achat de Metsera, une société cotée en bourse spécialisée dans la fabrique de médicaments contre l'obésité. La transaction s'élèverait à 7,3 milliards de dollars, équivalent de 6,2 milliards d'euros. Notons que Pfizer avait lancé au début de l'année un médicament expérimental contre la perte de poids, un échec. À croire que c'est avec les plus gros fiascos scientifiques que le laboratoire sait faire les meilleurs coups financiers. L'Arabie Saoudite passe sous le parapluie nucléaire du Pakistan. Mercredi dernier, les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle à Riyad, engageant une protection réciproque en cas d'agression. Ce pacte, entre le prince héritier Mohammed Ben Salman et le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, suit la frappe israélienne sur le territoire du Qatar en visant des chefs du Hamas situés dans le Petit Royaume. Le 21 septembre, l'analyste saoudien Ali Shiabi, proche de la cour royale, a affirmé à l'AFP que l'accord inclut l'arsenal nucléaire d'Islamabad, rappelant le financement historique du Royaume au programme pakistanais sous sanction. Le ministre de la Défense Kawam Muhammad Asif avait évoqué une mise à disposition en cas de besoin. Préparé depuis des années, ce traité reflète la défiance envers les États-Unis comme garant sécuritaire, amplifié par les 70 morts dans le conflit Inde-Pakistan de mai dernier, et alors qu'Israël suscite la défiance de ses voisins. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Dès à présent, retrouvez Politique et Écho. Pierre Bergerot reçoit l'eurodéputée Angéline Furet pour évoquer les risques de violation de la vie privée liés à l'euro numérique en préparation à la Banque centrale européenne. Quels indices vous laissent croire une telle chose? On va vous taxer de complotisme. Alors, ce n'est pas du tout du complotisme, j'entends très bien ce que vous me dites, mais en fait, c'est une possibilité technique qui est inclue dans les monnaies centralisées et numériques. Donc, la possibilité de réguler vos achats, la possibilité de programmer, la possibilité de geler et de tracer vos dépenses. Donc, la question, ce n'est pas si, mais qui
et quand nos dépenses vont être contrôlées et avec quel garde-fou. Demain matin, dès 7h, vous pourrez également découvrir un nouveau Zoom avec le pédopsychiatre Thierry Delcourt sur l'explosion des troubles de l'identité et le phénomène d'emprise. Cette violence sur le corps, est-ce que le tatouage, cette mode du tatouage peut être assimilée à une forme de violence contre son corps? Alors pour moi, non. Je ne suis pas fan du tatouage. La scarification, le tatouage est une forme de scarification. C'est une forme de scarification. Quand même des aiguilles avec de l'encre au bout, quoi. Oui, mais la différence, c'est quand un adolescent vous parle de la façon dont il se scarifie, c'est-à-dire j'ai mal, j'ai ma souffrance, mon angoisse, et pour apaiser ma souffrance, je vais me taillader et parfois aller profond dans la façon de se taillader et de ressentir ce mal, finalement, vient apaiser cette espèce de grand mal-être de la dissociation dont je vous parlais. C'est comme si, finalement, de ressentir son corps comme ça ramenait un peu d'unité. Vous voyez, c'est différent du tatouage. Voilà. Et à présent, c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.